m'appelle Christine Géricault, je suis professeure d'art plastique, ou j'étais professeure d'art plastique et je suis maintenant la présidente de l'association Sur un lit de couleur, dont la mission est de développer des ateliers d'ouverture à l'art, à la culture et à la créativité en milieu hospitalier et centre de soins. Cette association est née en 2010 et c'est le prolongement d'un travail qui a été le mien pendant 16 ans comme professeur d'art plastique à l'Institut Gustave Roussy en oncologie pédiatrique. C'est un atelier que j'ai créé en 1994. Et pour parler précisément de ce travail de ces 16 années à Gustave Roussy, je dis toujours qu'on n'ouvre pas les portes d'un hôpital par hasard. J'ai été prof pendant des années à Bordeaux, j'habitais Bordeaux à l'époque, prof de collège, prof dans les lycées professionnels, également pendant 3 ans à la fac dans le cadre de la préparation à l'école normale. Un de mes enfants, en 85, en août 85, a eu un très très grave accident de voiture. Ma fille avait 14 ans à l'époque et elle est tombée dans le coma. Elle est restée 6 semaines dans un coma profond. Puis ensuite, il y a eu une très très longue rééducation qui a duré des mois. Et c'est en l'accompagnant durant ces très longs mois à l'hôpital que j'ai mesuré la vacuité des journées à l'hôpital pour les enfants. Et je me suis dit, ce que je fais là, à l'heure actuelle, avec des enfants en bonne santé, j'aimerais pouvoir un jour, quand je pourrai le faire avec des enfants malades. C'est une idée qui m'est venue comme ça, aussi parce qu'en rentrant chez moi, plusieurs mois après, moi j'ai trouvé aussi beaucoup de calme et de sérénité et d'apaisement en peignant. Je me souviens que je passais beaucoup de temps à peindre, dans la mesure du possible bien sûr. Et d'ailleurs c'était très curieux parce que j'ai fait une exposition à la suite, c'était surtout sur des tas de rêves que je faisais et des espèces des sortes oui, des rêves, pas des cauchemars, mais des rêves que je faisais, qui m'amenaient justement vers ces peintures étranges que je faisais à l'époque. Et puis le temps est passé, les années sont passées, j'ai quitté Bordeaux et je suis revenue vivre à Paris. Ma fille allait bien, elle est beaucoup mieux en tout cas, bien c'est peut-être un grand mot, mais elle est beaucoup mieux. Et j'ai travaillé un temps dans l'édition et puis j'avais toujours cette idée-là en tête. J'estime qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et très curieusement, quand les choses doivent se faire, elles se font. Et un soir, je regardais la télévision et il y avait la marche du siècle ce soir-là. Et lors de ce reportage, de cette présentation en tout cas, je vois un certain professeur Jean Lemerle, qui était chef de service d'oncologie pédiatrique à Gustave Roussy, qui présentait une certaine Caroline Simons, directrice du Rire Médecin. Le Rire Médecin, c'est les clowns à l'hôpital. Pour la petite histoire, ce professeur Jean Lemerle, moi je suis d'une grande famille très nombreuse, était un ami d'enfance de mes frères et sœurs aînés. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il faut que j'aille le voir. Et s'il fait venir des clowns à l'hôpital, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas venir un prof d'art plastique. Parce que vraiment, ça me tenait vraiment au cœur, cette histoire. Il me reçoit d'une façon tout à fait adorable. Ça faisait peut-être 40 ans qu'on ne s'était pas vus. Et il me dit, Christine, je trouve ton idée formidable. Simplement, nous, on n'a pas les moyens de payer un prof parce qu'on a des psys, parce qu'on a des infirmières à payer, etc. C'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire, qu'on ne peut pas s'offrir. Mais moi, il fallait que je bosse, il fallait que je travaille, je ne pouvais pas faire de bénévolat. Donc, je me dis, bon, il me dit, écoute, moi, je t'ouvre grand les portes de la pédiatrie, mais trouve un moyen. Et encore une fois, cette espèce de cercle vertueux c'était incroyable. Je déjeune quelques jours plus tard avec un ami de mes enfants, donc les frères et sœurs aînés de ma fille Stéphanie, qui a eu cet accident, qui était attaché parlementaire auprès de Bérou. À l'heure actuelle, c'est quand même drôle. Et je lui parle de ce projet, il me dit, écoute, moi ce que je peux faire, c'est te faire rencontrer la conseillère technique du ministre, qui s'appelle à l'époque Christine Juppé-Leblond, que je rencontre au ministère de l'Éducation nationale, très à l'écoute de mon projet, très ouverte. D'abord, elle me propose des places dans les musées, des choses comme ça. Je lui dis non, j'ai cette idée un peu saugrenue, parce que ça n'existait pas à l'époque, en 1994. Elle me dit, bah, écoutez, écrivez un projet de ce que vous pensez pouvoir faire en pédiatrie, et puis je le présenterai en commission au ministre, mais
ne vous contentez pas seulement de Gustave Roussy, essayez d'aller voir dans d'autres hôpitaux. Donc je suis allée à Robert Debré, je suis allée à Necker, etc. Mais je savais, moi, qu'à Gustave Roussy, en oncologie pédiatrique, on m'attendait. Enfin, on m'attendait, on m'ouvrait les portes en tout cas. Donc j'ai écrit ce projet, je l'ai envoyé au ministère. Et en septembre 1994, j'ai été mis à titre d'expérience pilote pour un an, mise à disposition par l'Éducation nationale. C'était extraordinaire, mais j'arrivais avec mes 3 pinceaux, mon petit chariot. Il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait rien, il y avait une école et puis une salle de jeu. Donc je débarque là, comme ça. Puis c'est vrai que c'est un endroit incroyable, l'hôpital, surtout un service d'oncologie, comme ça, où on voit les enfants. Moi, je n'étais pas préparée à ça. Et je me dis, il faut que je m'adapte à ces enfants. Donc, j'ai surtout, d'ailleurs, Caroline Simon, très gentiment, le premier jour, je me souviens, m'a amenée dans les chambres avec son nez rouge. Et voilà, c'était formidable. Et puis, j'ai eu un temps d'adaptation, bien sûr. Et aussi, il y a eu une chose tout à fait extraordinaire, c'est que la Caisse des monuments historiques est venue proposer, dans le courant de l'année, une action pédagogique et ludique sur le thème du château. Et je me suis dit, ce thème est magnifique pour les enfants malades enfermés dans un service de pédiatrie. Et le château, les tours, etc. Et j'ai eu l'idée de leur donner aussi du matériel médical pour construire des châteaux. Le plâtre avec lequel on plâtrait les jambes à l'époque des enfants, les haricots dans lesquels ils vomissent, les abaisse-langues qui sont devenus des abaisse-ponts, les seringues qui sont devenues des catapultes, les haricots qui sont devenus les douves du château. Et il y a même 2 adolescents qui ont appelé leur château la Dégueulardière. Moi, je trouve ça magnifique, magnifique. Donc, on a fait une expo en fin d'année. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience qu'il fallait que ces enfants-là, qui n'étaient plus seulement des enfants malades, mais des enfants actifs et créatifs, on les regardait avec un autre regard. Que ce soit leurs parents, que ce soit les soignants, on les regardait différemment parce qu'ils étaient justement dans l'activité créatrice. Et puis eux, c'était devenu... Alors j'avais commencé à prendre un peu d'espace. Et puis j'ai refait une demande, bien sûr, pour l'année suivante, et encore une autre au bout de 3 ans. Quand on arrive à l'hôpital, un peu comme moi, désarmée au départ, je n'ai jamais eu de formation, c'est vrai qu'on est confronté à des enfants malades, voire très malades, dont certains, malheureusement, sont en fin de vie. Pour d'autres, c'est une grande interrogation. Et moi, j'ai eu j'ai beaucoup parlé avec les parents et ils me disent « mais c'est le monde qui s'écroule, c'est abominable, enfin, on vous apprend que votre enfant a un cancer, c'est terrible, c'est effroyable ». Et ils sont dans un état de sidération, parents et enfants. Donc, c'est vrai qu'on ne déboule pas comme ça dans les chambres des enfants. D'abord, moi, j'étais toujours en lien avec l'équipe médicale, donc les médecins, mais surtout les infirmières que je venais voir le matin, parce que j'avais des horaires de prof, hein, je travaillais 4 jours par semaine. Donc, le matin, quand j'arrivais, j'allais voir l'équipe médicale et je leur demandais qui je pouvais voir, parce qu'il y avait des enfants qui venaient d'être opérés ou des enfants qui étaient en pleine chimio, qui ne tenaient pas debout. Et puis d'autres, au contraire, qu'il fallait stimuler. Donc je savais dans quelle chambre je devais aller, quels enfants je devais aller voir. Et petit à petit, évidemment, j'ai pris mes habitudes, les enfants, on s'est connus, on s'est découverts, etc. Et petit à petit, c'est devenu plus simple, pas plus facile, mais plus simple pour moi d'aller au-devant de ces enfants. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, moi j'avais donc ma place dans l'école, c'était pas bien grand. Puis après, j'ai pris la salle de jeu où j'ai pu un peu m'étendre. Et donc, l'atelier est devenu un lieu de rencontre. Où parfois, il y avait des enfants qui venaient taper à la porte pour voir ce qui se passait. C'était comme une grande cage avec des vitres partout, donc on était au centre de la pédiatrie. Et c'est vrai que pour des parents aussi, j'ai eu des témoignages de parents qui m'ont dit, quand je savais que ma fille ou mon fils était là avec vous, j'étais tranquille, je pouvais aller prendre un café, je pouvais aller faire des courses. C'était un lieu d'apaisement aussi pour les parents et pour les soignants. Parce que des enfants qui sont occupés, qui sont plus heureux, sont des enfants plus faciles aussi à soigner. Ce que je leur apprenais, c'est vrai que moi je suis une enseignante, je ne suis pas art-thérapeute, je suis une enseignante. Donc mon rôle est de donner
à ses enfants, à ses adolescents, parce que j'ai eu même jusqu'à des grands adolescents, les moyens de s'exprimer graphiquement. Donc, que ce soit au niveau de la peinture, de la couleur, du graphisme, de la perspective, de l'histoire de l'art, etc. J'étais là, moi, pour les ouvrir à tout ça et leur apprendre tout ça. Et mon approche, je n'imposais rien. Mais je me suis rendu compte que dès la première année où il y avait eu ce fameux château, château en histoire, que c'était très important de leur donner un thème qui les réunirait pour l'année. Mais personne n'était obligé d'adhérer à ce thème. D'ailleurs, j'ai tourné autour du pot, si je puis dire, pendant longtemps, avant d'aborder l'autoportrait que je ne voulais pas leur imposer. Parce que imposer des autoportraits à des enfants malades, sans cheveux, des petites jeunes filles qui ne se trouvent pas belles, c'était très difficile. Donc j'ai tourné un peu autour du pot. On a fait des photos, on a travaillé sur les masques, on a travaillé beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'était un thème tous les ans que je proposais. Mais ceux qui ne voulaient pas y adhérer ne le faisaient pas, ils pouvaient faire un travail qu'ils avaient envie de faire. Voilà, tout simplement. Alors moi, j'ai acquis petit à petit beaucoup de matériel. J'étais très soutenue par Gustave Roussy, justement, par la pédiatrie. Et j'avais beaucoup de peintures, j'avais des pastels, j'avais des feutres, j'avais des papiers, des cartons, des livres. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire, mais peut-être on viendra après, c'est que j'ai rencontré aussi des personnes étonnantes dans ma pédiatrie. Entre autres, Raymond DeVos, qui est un homme absolument fabuleux. Et Raymond DeVos, un jour, a dit à un de mes amis qui est éditeur, j'aimerais faire un spectacle pour des enfants à l'hôpital. Il m'a dit, attendez, monsieur Raymond DeVos, je connais quelqu'un. Donc nous nous sommes rencontrés. Et Raymond DeVos a été fabuleux. Il est d'abord venu une première fois à l'hôpital rencontrer les enfants. Il est venu ensuite, il a donné un spectacle extraordinaire. Certaines personnes ont pu venir. Je me souviens c'était étonnant de voir cet homme qui était si lourd, si gros et qui était d'une légèreté sur scène magnifique. Et il est venu apporter un chèque absolument magnifique pour la pédiatrie, pour mon atelier. C'est-à-dire que mon chef de service m'a dit, Christine, ce chèque, il est pour ton atelier, c'est-à-dire la salle de jeu a été transformée en atelier d'art plastique. J'ai une amie qui est architecte d'intérieur et qui a créé dans cette salle de jeu un atelier magnifique dans lequel j'ai exercé pendant toutes ces années. Donc grâce à Raymond, il est revenu une dernière fois, Raymond DeVos, pour l'inauguration de l'atelier. Et ça a été absolument magnifique. Ces dessins sont... Moi, je dis toujours que je suis comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Je crois que je fais de l'art-thérapie sans le savoir. Mais je n'ai pas la formation d'art-thérapeute. Donc, on m'a même proposé d'avoir une équivalence. Je ne vois pas l'intérêt, je veux dire, parce que moi, mon rôle, j'ai toujours été enseignante. Mais je pense que l'art, la création en elle-même est thérapeutique. Je ne suis pas là pour analyser. Je ne suis pas là pour évaluer, mais c'est tellement flagrant. J'ai une histoire, entre autres, absolument incroyable que je raconte souvent parce qu'elle est tellement, comment dirais-je, significative de ce que l'art peut apporter. J'ai un jour un petit garçon de 12 ans, tétraplégique, une tumeur au bulbe rachidien. Ses parents, tous les deux médecins, amènent cet enfant sur un fauteuil roulant dans mon atelier. Louis, 12 ans, drôle, intelligent, magnifique garçon. Et il me dit, et les parents me disent, est-ce qu'on peut vous le laisser quelques minutes parce que nous avons rendez-vous avec un médecin. Voilà, j'ai dit pas de problème. Et Louis me dit, un peu goguenard, il me dit, tu sais, moi, avant je dessinais avec un crayon, avec une règle et un crayon, enfin une règle et un crayon. Maintenant, je peux plus rien faire parce qu'il pouvait juste remuer les doigts. C'est tout ce qu'il pouvait faire, cet enfant. Ben, je lui dis, écoute Louis, c'est extraordinaire. Hier, je suis allée acheter du matériel médical. Qu'est-ce que je raconte? Du matériel, beau lapsus, du matériel de peinture. Et on m'a donné des petits pinceaux à mettre au bout des doigts. Est-ce que tu veux essayer? Il me dit oui. Donc, je lui mets 2 pinceaux au bout des doigts. Vous pouvez faire ça. Et je lui montre aussi des peintures de pointillistes. Je lui dis, tu vois la peinture, il y a des peintres qui ont peint avec des petits points. Tu peux peut-être essayer. Alors, je lui prépare sur une palette les couleurs qu'il m'a demandé de lui préparer, qu'il souhaitait avoir. Et il fait un très beau dégradé de rouge et de bleu. Et puis, il avise sur la table un petit flacon d'encre dorée. Je l'aide à mettre ses doigts dedans. Il peint dessus un magnifique soleil.
Et il a dit à ses parents en rentrant le soir, la peinture m'a délivré le corps. Pour moi, c'est quelque chose. Un autre enfant aussi venait d'être opéré, une opération très lourde au foie. Et cet enfant, ce jeune garçon, Mathias, un enfant magnifique aussi, sa mère, il était venu longtemps à l'atelier, beaucoup, souvent en tout cas, il avait fait des choses magnifiques, très sensible, ce garçon, très fin. Et sa mère, il vient, il était un peu plié en deux, comme ça, souffrant, douloureux. Et sa maman me dit, il parle plus, il peut plus parler, il a du mal à s'exprimer. Moi, je lui dis, tu sais, Mathias, la peinture, c'est pas que du beau, c'est pas que des paysages, c'est pas que des fleurs, c'est pas que des choses. Mais on peut exprimer aussi des choses à travers la peinture. Et je lui montre, entre autres, des peintures de Munch, le fameux cri de Munch. Je lui dis, tu vois, qu'est-ce que ça t'exprime? Et tout de suite, il m'a demandé des pinceaux et de la peinture. Et il a peint en quelques minutes un personnage, qui était lui, bien sûr, avec la langue rouge, le cœur, le noir, enfin sombre. Cette peinture est sombre. Et quand il a eu terminé sa peinture, j'ai d'ailleurs écrit, j'ai noté tout ce qu'il avait dit. Tu vois, ici, c'est moi. Quand je me réveille sur ma table après mon opération, j'ai la langue noire, je ne peux plus respirer, j'ai mal et là, etc. Il a tout raconté, tout exprimé. Donc, je ne suis pas art thérapeute, mais ça parle. Souvent, on m'a demandé, on m'a posé la question, comment tu fais pour tenir le coup? C'est vrai qu'il y a eu des moments très très douloureux et très durs, des enfants auxquels on s'attache. Enfin, je ne veux pas dire que tous les enfants ne s'y attachent pas, bien sûr, mais il y a des familles avec lesquelles on a des liens, des enfants qui reviennent en longue hospitalisation, que j'ai vus et revus. Donc, des liens très particuliers qui se créent entre nous. J'ai eu des histoires invraisemblables avec des adolescents, une petite adolescente qui m'a raconté un peu sa vie et tout ça. Donc, il y a des choses extrêmement poignantes. Mais ce que je crois, c'est que si je venais là juste pour observer, regarder, ce serait terrifiant. Mais quand on sait qu'on apporte quelque chose, c'est différent. Alors c'est vrai que le soir, quand je rentrais chez moi dans ma voiture, entre Villejuif et Paris, c'est un sas cette voiture. Et je laissais couler tout ce que j'avais, tout ce surplus de larmes que j'avais retenu dans la journée. Mais il y a eu des moments tellement beaux aussi, tellement forts, tellement... Je dis vraiment que j'ai connu des moments de grâce avec ces enfants à travers leur création, à travers ce qu'ils ont exprimé, à travers la beauté, parce que je pense que ce sentiment de beauté, il faut aussi savoir le préserver à l'hôpital. Et je crois que ils ont parlé d'eux, ils ont parlé de leur douleur, parce qu'il y en a certains qui ont su, comme je vous le disais, parler de leur douleur. Mais je crois qu'il y a eu des moments de grâce infinie, incroyables. Et je leur en suis, comment dirais-je, ils m'apportent beaucoup, beaucoup, ils m'ont beaucoup apporté. Bernard Giraudot était soigné à Gustave Roussy et il est monté un jour en pédiatrie parce qu'il voulait raconter des histoires aux enfants. Il avait un art extraordinaire de raconter des histoires. Et puis, il est venu une première fois, il est venu une seconde fois avec un ami qui faisait de la musique, enfin c'était merveilleux. Puis, il est passé devant l'atelier où à l'époque, je faisais faire un travail de peinture et d'écriture avec une femme qui faisait faire des ateliers d'écriture. Et c'était dans un projet avec des enfants atteints de tumeurs cérébrales qui avaient des troubles cognitifs. Et c'était effectivement c'était la réhabilitation positive de ces enfants, c'est-à-dire il fallait montrer quand même que ces enfants-là avaient une sensibilité qui n'était pas atteinte, contrairement à des troubles cognitifs qu'ils pouvaient avoir. Et donc, on faisait des ateliers de peinture et d'écriture avec les autres enfants aussi, d'ailleurs les autres adolescents. Et Bernard rentre dans l'atelier en disant « Mais c'est magnifique ce qu'ils font, comment je peux vous aider ?» Je dis « Je ne sais pas ». On s'est revus quelques jours après. Et il m'a dit « Voilà, moi je suis plus souvent derrière la caméra que devant. Et je te propose, on est devenus ensuite très amis d'ailleurs, et je te propose, si tu veux, de faire un petit film dans l'atelier. » Donc il y a un film qui s'appelle « Peinture et écriture », très beau, avec la voix de Bernard qui enregistre certains textes que des enfants n'ont pas pu enregistrer. Et ça a été une très très jolie aussi histoire avec lui. Et puis une autre histoire aussi magnifique d'un
garagiste d'Arcueil, avec qui un jour j'ai déjeuné, parce que j'avais une amie qui avait un atelier d'artiste à côté de chez lui, un atelier qui était sculpteur. Et à la fin du déjeuner, il y en a d'autres qui vous offrent des chocolats, lui il m'a offert une 2 chevaux. Et il m'a dit, Christine, cette 2 chevaux, elle est pour les enfants de l'hôpital. Je remonte au 9e étage avec Gustave Roussy. Je vais voir mon chef de service qui n'était plus le professeur Lemerle, qui était à la retraite, mais qui avait créé une association qui s'appelle le GFAOP, Groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Et je remonte en pédiatrie et je dis à mon chef de service, Olivier Hartmann, je lui dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de cette 2 chevaux. Il me dit, Christine, tu l'as fait monter, c'est pas grave, tu vas la repeindre en morceaux, etc. Et je croise 2-3 jours plus tard le professeur Jean Lemerle à la retraite. Je lui demande des nouvelles de son association. Il me dit, bah, ça va pas mal, ça va plutôt même très bien, mais j'aurais besoin d'une voiture à Bamako, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, je lui dis, Jean, j'ai une 2 chevaux, on va la repeindre avec les enfants et on va aller la conduire à Bamako. Et c'est ce qu'on a fait. Cette 2 chevaux a été repeinte pendant... Il y a un petit film aussi qui s'appelle Une 2 chevaux à Bamako. Elle a été repeinte pendant 6 mois par les enfants. Les 4 portières, les ailes, tout ça dans mon atelier. Elle a été remontée dans le hall de l'hôpital et avec le garagiste et des amis, on est parti à 6 voitures à Bamako, amener cette 2 chevaux, dans une association qui s'appelle l'Association d'aide aux enfants atteints de cancer au Mali, qui fait partie de l'hôpital Gabriel Touré. Donc ça a été de très belles aventures parce qu'il y a 3 adolescents qui ont pris l'avion avec une infirmière et qui sont venus nous retrouver, offrir la clé de la voiture à cette association. Donc j'espère que cette 2 chevaux roule toujours à Bamako. Voilà. Donc les années passent. Donc 94, je réussis très soutenue par Gustave Roussy, que ce soit par la direction, la communication, les médecins, l'atelier demeure, persiste, je ne sais plus comment on va dire, mais reste pérenne. Et je dois remercier au passage un certain Jean-Michel Blanquer, qui était à l'époque recteur de Créteil, et qu'on a fait venir, parce que moi, mon poste était toujours... il fallait que je revienne toujours devant des vrais élèves, comme on m'avait dit. Et Jean-Michel Blanquer, à l'époque, s'est déplacé, est venu rencontrer les enfants, est venu dans l'unité stérile avec moi, parce que j'allais voir les enfants dans l'unité stérile avec mon matériel. Et je sais qu'il a entretenu une correspondance avec un des adolescents. Donc ça a été vraiment quelqu'un de formidable et qui m'a beaucoup soutenue jusqu'en 2010. En 2010, j'ai pris ma retraite. L'Éducation nationale n'a plus soutenu l'atelier. Donc pour pérenniser l'atelier de Gustave Roussy, avec des médecins, des parents d'enfants, des amis artistes, nous avons créé cette association qui a repris le titre de mon livre Sur un lit de couleur. Et ce titre, je le dois d'ailleurs au journal Libération, parce que, entre autres choses, en octobre 2000, il y avait eu une grande expo d'autoportraits des enfants qui ont été exposés à la FIAC et ensuite qui ont fait un tour de France, soutenu par des fondations, etc. Donc, ce titre, je le dois à Libération, merci, et je l'ai repris pour l'association. Voilà. Donc, en 2010, prenant ma retraite, je crée cette association dont la mission, comme je disais tout à l'heure, est de développer des ateliers d'ouverture à l'art, à la culture, à la créativité, mais plus seulement pour des enfants, puisque l'éducation nationale n'étant plus là, il y avait aussi des personnes, des adultes. Donc à l'heure actuelle, nous avons des ateliers, donc pérennes bien sûr Gustave Roussy, un atelier à l'Institut Bergonié à Bordeaux pour des jeunes adultes et des adultes, à Margency, qui est un hôpital de la Croix-Rouge, un hôpital d'enfants de la Croix-Rouge à Margency. Nous avons un atelier également au centre hospitalier Alpes-Léman, même 2 ateliers parce qu'il y en a un pour les enfants et un pour les adultes. Donc par la même personne qui d'ailleurs s'est mobilisée, c'est une jeune femme. J'ai vraiment des plasticiennes, j'allais dire, parce qu'il n'y a pour le moment que des femmes, mais j'ai en vue un garçon qui va venir aussi. Et donc des jeunes femmes magnifiques et merveilleuses qui font un boulot formidable dans les hôpitaux. Il y a 2 ans, j'ai travaillé dans un centre d'accueil pour personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Extraordinaire aussi. Il faut voir comment ces personnes... Ah bon, c'est moi qui ai fait ça? Ah bon, d'une semaine à l'autre, elles avaient oublié. Mais le plaisir était le même. Et là, depuis 2 ans, je suis à Chevilly-la-Rue. Alors, Chevilly-la-Rue, c'est un hôpital qui dépend de Gustave Roussy, parce que c'est pour des personnes en soins de suite et réadaptation, donc qui ont le cancer. Et il y a un programme maintenant à Gustave Roussy qui s'appelle « Mieux vivre le cancer ».
Ça veut dire c'est un programme qui a été initié pour pouvoir justement améliorer la qualité de vie des adultes à l'hôpital. Parce qu'on a beaucoup pensé aux enfants, mais les adultes jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien en fait. Et maintenant, il y a du sport, il y a du qigong, il y a de la musique, il y a beaucoup de choses. Il y a même il y a un accord avec Molitor, ils vont faire de la, je crois, de la piscine. Enfin, il y a des tas de choses extraordinaires, dont les arts plastiques, dans le cadre de mon association à Chevilly-la-Rue. Et cet après-midi, j'étais avec des adultes. Alors, le plaisir est le même. La découverte est la même. C'est très étonnant parce que d'ailleurs, j'ai pas amené, c'est très dommage, mais j'ai un petit cahier qui s'appelle À cœur ouvert, que je laisse sur la table. Et j'ai des témoignages de ces personnes adultes qui n'ont jamais repris un pinceau depuis l'école ou qui n'ont jamais peint et qui se retrouvent dans un plaisir incroyable, dans un apaisement aussi extraordinaire. L'autre jour, j'ai une personne qui est arrivée avec un masque à oxygène. En repartant, elle l'a oublié. Il y en a une autre qui m'a dit maintenant, j'arrive à mieux dormir. Enfin, et puis, l'autre jour, surtout, il y a une femme étonnante que j'aime beaucoup. Et cette dame, elle est très réservée, je veux dire presque timide, etc. Et elle vient depuis plusieurs mois. Et l'autre jour, elle m'a dit, vous savez, chez moi, parce qu'elle rentre chez elle, ces personnes-là, souvent, elle me dit, chez moi, j'ai peint jusqu'à 3 heures. Elle a fait des collages avec des petits bouts de papier et des mots écrits dessus. Et c'est extraordinaire. C'est comme un mur qui s'effondre avec des mots, mais des mots pas par hasard. Amour, liberté, vœux, épanouissement, etc. Enfin, des choses extraordinaires. Et elle m'a dit, j'ai ouvert les vannes. Il y en a une autre qui m'a dit, vous nous avez permis d'oser. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de... Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et le plaisir et l'étonnement sont les mêmes qu'avec des enfants. Mais ce ne sont pas des enfants. Mais il y a la personne la plus âgée que j'ai eue dans mon atelier, elle avait plus de 90 ans. Elle n'avait jamais peint de sa vie. Elle a fait un petit bouquet de fleurs magnifique pour le mariage de son petit-fils. Voilà. Bon, mais là, aujourd'hui, par exemple, j'étais à Chevilly-la-Rue. On a accroché ensemble des tableaux parce que demain, il y a une exposition des œuvres des patients à Chevilly-la-Rue. Et puis, j'espère pouvoir, à l'automne, trouver un lieu magique pour pouvoir exposer toutes les œuvres de différents ateliers pour montrer justement d'abord ce travail de ces personnes malades, de ces personnes un peu hors circuit, de ces personnes qui sont dans une souffrance physique et morale très grande, mais qui se raccrochent et qui s'épanouissent aussi pour beaucoup d'entre elles à travers la création. Je crois que le plus beau mot, ce serait la transmission. C'est-à-dire transmettre, c'est notre rôle à tous, je pense. On est dans la vie, on est dans une période d'apprentissage, ensuite on est dans une période où l'on fait les choses, et il y a une période où l'on transmet. Et je crois que cette expérience, enfin tout ce travail que j'ai fait d'abord sur moi, forcément, parce que moi, quand j'ai le temps, j'aime m'exprimer par la peinture dans les moments difficiles, douloureux de ma vie, je l'ai fait. Et je pense que j'ai envie de faire passer justement, c'est faire passer ça, cet amour de la... Enfin, je ne sais pas si c'est la beauté, en fait. La beauté doit être partout. Je pense que... J'ai lu hier, justement, c'est très drôle, enfin, je préparais un peu cette entrevue quand même, de François Tcheng sur la beauté sauvera. Et ce n'est pas lui qui a dit la beauté sauvera le monde, c'est Dostoïevski. Mais c'est vrai qu'il y a les deux bouts de la chaîne. Il y a d'un côté la violence et le mal, et de l'autre côté la beauté. Et je crois que c'est ça que je veux faire passer, c'est-à-dire cette beauté qui est inhérente à chacun de nous, mais faire passer ça dans des lieux de souffrance, où ça, vraiment, je crois que la beauté sauvera le monde, et la beauté... Et puis l'art doit être aussi... L'hôpital doit être un lieu ouvert sur tout, sur la cité, sur le monde, sur l'art, sur la culture.